Bonjour et bienvenue au webinaire de l'Agence de la santé publique du Canada destiné aux fournisseurs de soins de santé intitulé « Vaccin contre la COVID-19 autorisé pour usage pédiatrique au Canada ». Je m'appelle Dr. Famoui et je suis professeure adjointe à l'Université d'Ottawa. Je travaille au CHIO, qui est un hôpital pour enfants à Ottawa, où je suis spécialiste en maladies infectieuses pédiatriques. De plus, je gère la clinique d'immunisation spéciale ainsi que la clinique des déficits immunitaires. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être votre modératrice pour la présentation aujourd'hui. En premier lieu, je voudrais remercier nos hôtes aujourd'hui, le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, le CCNMI. Le CCNMI est financé par l'Agence de santé publique au Canada pour fournir des connaissances et des données probantes à utiliser dans la planification et les recommandations de santé publique. Il a été soutenu et continue de soutenir l'Agence dans l'application des connaissances pendant la réponse à la pandémie de COVID-19. J'aimerais prendre un moment pour souligner que le CCNMI est situé à l'Université du Manitoba, sur les terres originales des peuples Anishinaabe, Cree, Ojibwe, Dakota et Dene, et sur la terre natale de la nation Métis. Et en ce moment, moi, je me retrouve à Ottawa, qui est bâti sur un territoire non cédé de la nation Algonquine-Anishinaabe. Les peuples de la nation Algonquine-Anishinaabe vivent sur ce territoire depuis des millénaires. Leur culture et leur présence l'ont enrichi et l'enrichissent toujours. Je sais que vous avez bien hâte d'entendre nos conférenciers aujourd'hui, mais avant de commencer, j'aimerais juste mentionner quelques petits points d'ordre administratifs. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, on utilise la plateforme Zoom pour le webinaire. Et si vous avez des problèmes techniques avec Zoom, s'il vous plaît, envoyez un courriel au CCNMI à nccid@umanitoba.ca. La session de questions et réponses aujourd'hui portera sur le vaccin contre la COVID-19 autorisé pour l'usage pédiatrique au Canada. La session se déroulera en utilisant l'onglet Q&A. Vous pouvez aimer les questions des autres, comme ça va passer en priorité. Et on va essayer de notre mieux de répondre le plus possible aux questions, surtout dans cette plateforme-là, parce que je dirais c'est des questions que vous nous posez directement. On a aussi des questions qui ont été envoyées préalablement qu'on va tenter de répondre aussi. Les autres du webinaire vont utiliser l'onglet chat pour communiquer davantage avec les participants. Donc, vous avez beaucoup à faire. Vous avez besoin de garder un œil sur l'onglet, bien écouter, puis ça va bien se dérouler. En premier lieu, une question qui nous revient toujours, c'est est-ce que les diapos seront disponibles? Et la réponse est oui. Vous êtes chanceux, l'enregistrement de ce webinaire et les diapositives de la présentation seront disponibles peu après le webinaire sur le site web nccid.ca. Donc, j'aimerais chaleureusement accueillir et vous présenter nos conférenciers aujourd'hui pour le webinaire. En premier lieu, en fait, je ne suis pas sûre, en fait, pas en premier lieu, mais premier sur la liste ici, c'est le Dr. Jesse Papenburg, qui est spécialiste en infectiologie pédiatrique, ainsi qu'un microbiologiste médical à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Il est professeur adjoint en pédiatrie à la Faculté de médecine à l'Université McGill et aussi membre du Comité consultatif national de l'immunisation, le CCNI. Et en premier lieu, en fait, la première à présenter, ça va être la Dr. Jocelyne Zaffa, qui est épidémiologiste principale à l'Agence de la santé publique du Canada et travaille sur la sécurité des vaccins, quelque chose qui est dans l'esprit de tous les parents et les professionnels de santé qui soignent les enfants. Donc, on poursuit avec les divulgations pour la présentation. Je prends une petite pause. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas en fait. Et puis, donc, les objectifs de la session aujourd'hui, on a beaucoup de choses à vous décrire aujourd'hui. Alors, on aimerait prendre un moment pour décrire la pandémie de COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans au Canada. Alors, faire le survol un peu de la situation actuelle. On aimerait résumer les données disponibles provenant des essais cliniques concernant l'innocuité du vaccin contre la COVID-19 autorisé chez les enfants de 5 à 11 ans et expliquer les recommandations du CCNI concernant les enfants de 5 à 11 ans. Et finalement, déterminer les facteurs que les parents ou les tuteurs doivent prendre en compte afin de prendre une décision concernant la vaccination des enfants de 5 à 11 ans
contre la COVID-19. Donc, on va discuter un petit peu des différents paramètres ou des différentes choses à considération qu'on revoit la vaccination chez les enfants. Et sans plus tarder, je vais céder maintenant la parole à Dr. Jocelyne Zafak. Merci Anne et merci à tous les participants de vous être rejoints à nous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, je vais commencer par décrire la pandémie de COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans au Canada. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que pendant la 4e vague de la pandémie, le taux d'infection par la COVID-19 le plus élevé a été observé chez les enfants de 5 à 11 ans. Donc, sur la figure qui est présentée sur la diapositive, comme vous pouvez le voir, les enfants de 5 à 11 ans sont représentés par la ligne orange. Et lorsque vous observez la courbe en septembre vers la fin de la figure, beaucoup plus à droite, donc on voit bien que les enfants de 5 à 11 ans étaient ceux chez qui le taux d'infection le plus élevé a été observé. Et ils ont dépassé les taux qui étaient observés chez les adultes et chez les enfants beaucoup plus jeunes. Et ça, c'était les données en date du 25 novembre 2021. Et en plus de ça, les estimations de séroprévalence qui ont été effectuées au Québec et en Colombie-Britannique semblent indiquer que le nombre de cas d'infection qui sont identifiés sont probablement sous-évalués dans le groupe d'âge des enfants de 5 à 11. La diapositive suivante. Donc maintenant, quand on regarde les informations de beaucoup plus près, en regardant l'incidence de la COVID-19 et la gravité de la maladie chez les enfants de 5 à 11 ans, donc dans le tableau qui est présenté, les enfants sont présentés par tranche d'âge, les moins de 1 an, ceux de 1 à 4 ans et ceux de 5 à 11 ans dont on parle aujourd'hui. Donc on voit qu'un grand nombre d'enfants ont été infectés par le virus de la COVID-19 tout au long de la pandémie. Dans la majorité des cas, cependant, les enfants avaient peu ou pas de symptômes. Donc, ils ont généralement une forme légère de la maladie. Mais il faut noter quand même qu'une faible proportion de ces enfants-là peuvent développer des formes graves qui nécessitent des hospitalisations euh, ou même un séjour en soins intensifs pour moins de 1% d'entre eux. Et il y a très, très peu de décès qui ont été observés dans cette tranche d'âge-là. Prochaine diapositive. Donc maintenant, en ce qui concerne les facteurs de risque qui peuvent être associés à une forme grave de la COVID-19, donc actuellement, il y a très peu de données. Les données sont très limitées concernant ces facteurs de risque chez les enfants. Et il faut noter que tous les enfants peuvent être infectés par le virus de la COVID-19, et que même les enfants qui n'ont pas des facteurs de risque qui pour le moment ont été identifiés peuvent avoir des formes graves. Donc, les facteurs de risque qui ont été identifiés autant chez les enfants que chez les adultes et qui avaient été associés à au moins un risque 2 fois plus supérieur de mortalité causée par la COVID-19 étaient l'épilepsie, le syndrome de Down, l'obésité identifiée par un indice de masse corporelle supérieur à 40, des troubles neurologiques, des diabètes de type 1 et 2 et des insuffisances rénales terminales. La prochaine diapositive. Donc maintenant, sur cette diapositive, on va parler du syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants, qui est une affection rare mais grave qui peut parfois apparaître après l'infection par le virus de la COVID-19. Donc généralement, ça va se présenter dans les 2 à 6 semaines après l'infection et les patients vont se présenter avec des symptômes tels que la fièvre, des douleurs abdominales, des vomissements, de la diarrhée, des éruptions cutanées ou d'autres signes d'inflammation. Donc, à ce jour, les facteurs de risque de ce syndrome ne sont pas connus, ainsi que ses effets à long terme. Généralement, les comorbidités qui ont été associées à ce syndrome sont rares, sauf l'obésité a été marquée. Et les cas ont été plus souvent décrits chez les garçons et chez les personnes racialisées. Prochaine diapositive, toujours sur le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants. Donc, à droite, vous avez des informations qui sont fournies de manière beaucoup plus détaillée. Donc, à l'échelle internationale, les estimations ont montré que ce syndrome va toucher environ 0,5 à 3,1% de tous les enfants qui vont contracter la COVID-19.
Et spécifiquement au Canada, l'âge médian des patients ayant présenté le syndrome était de 6 ans. Et bien que pratiquement tous ces enfants ont eu à être hospitalisés, la plupart ont été rétablis et aucun décès lié à ce syndrome n'a été signalé jusqu'à ce jour. La prochaine diapositive. Donc maintenant, la pandémie de la COVID-19 n'a pas eu que des impacts physiques directement en rapport avec la maladie chez les enfants. Ça a également eu de profondes répercussions sur le bien-être mental et physique des enfants et de leurs familles. Et les causes de ces répercussions-là étaient notamment les perturbations prolongées au niveau des activités scolaires, l'isolement social lié aux restrictions sanitaires, un accès réduit aux ressources scolaires, parascolaires, notamment les activités, et même parfois l'accès à certains soins de santé pour des maladies qui n'étaient pas liées à la COVID-19, dû à la réduction de certaines offres de soins qui ont dû être faites du fait de la pandémie. Donc, toutes ces causes-là ont donc eu des préjudices au niveau de la santé mentale et physique des enfants et des membres de leur famille. Et ces répercussions-là ont potentiellement donc exacerbé les inégalités sociales avec des impacts beaucoup plus importants observés chez les communautés racialisées autochtones, les réfugiés, les nouveaux arrivants au Canada, les personnes vivant dans les milieux à faible revenu ou des enfants handicapés. La prochaine diapositive. Je vais passer la parole à Anne pour le sondage. Oui, merci. J'ai oublié de vous mentionner qu'il faut bien écouter. On vous a fait des petits jeux de sondage interactif. Donc, première question, vrai ou faux? Seuls les enfants qui ont des facteurs de risque développent des formes graves de la COVID-19. Vrai ou faux? Quelqu'un va mettre les réponses à un moment donné. Et voilà. Alors, pour la question numéro 1, merci pour ceux qui ont participé. Donc, en fait, la réponse est fausse. Même les enfants n'ayant pas de facteurs de risque peuvent développer une forme grave de la COVID-19, comme on a présenté. En fait, n'importe quel enfant peut être susceptible à l'infection. On a mentionné quelques risques, mais vraiment, il y a des enfants qui n'ont pas de facteurs de risque identifiés qui peuvent avoir des formes graves aussi. Alors, on révise un peu les messages clés de cette section-ci. Je ne sais pas, Jocelyne, si tu veux reprendre la parole. Oui, donc pour ce qui est des messages clés, on va revenir à la diapo précédente, s'il vous plaît. Diapositive précédente sur les messages clés. Oui, merci. Dans les messages clés à retenir concernant la pandémie de COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans, c'est que pendant la quatrième vague, le nombre de cas de COVID-19 le plus élevé a été observé dans cette tranche d'âge de 5 à 11 ans. Et que bien que la majorité des enfants qui contractent la maladie présentent peu ou pas de symptômes, certains enfants sont malades au point de devoir être hospitalisés et d'autres peuvent également présenter le syndrome inflammatoire multisystémique, qui est un syndrome rare et grave qui peut survenir plusieurs semaines après l'infection par le virus de la COVID-19. Et que la pandémie, en plus de ses effets directs liés à la maladie, a eu de nombreuses répercussions sur le bien-être mental et physique des enfants et de leurs familles et a également exacerbé certaines inégalités sociales. La prochaine diapositive. Sur notre deuxième objectif, dont les vaccins contre la COVID-19 qui sont destinés à tous les enfants de moins de 12 ans. Prochaine diapo. Donc, avant de passer à la description des vaccins proprement dit, donc, au niveau du Canada, il y a plusieurs organismes qui interviennent dans les vaccins, dans les programmes de vaccination. Donc, notamment, on a d'abord Santé Canada, qui est l'instance fédérale de réglementation des produits de santé, incluant les vaccins. Donc, dans le cadre de ce rôle, ils vont examiner les données probantes scientifiques provenant des essais cliniques, ainsi que toutes les informations qui sont disponibles afin de décider euh, sur l'approbation de l'utilisation des vaccins au Canada. Nous avons aussi le Comité consultatif national de l'immunisation, ou CCNI. C'est un comité
bénévole indépendant qui est composé d'experts qu'on retrouve à travers tout le Canada. Donc, ce comité d'experts va donc fournir des avis à l'Agence de santé publique du Canada sur l'utilisation optimale des vaccins qui ont été approuvés par Santé Canada. Et les recommandations du CCNI ne sont pas limitées par ce qui a été autorisé. Donc, souvent, les recommandations qu'ils vont fournir peuvent aller au-delà ou être plus restreintes par rapport à ce qui a été approuvé par Santé Canada. Et ces recommandations se basent sur les données probantes scientifiques qui sont disponibles. Et les recommandations du CCNI aident justement les provinces et territoires à planifier leur programme de vaccination. Et comme on l'a déjà mentionné, il y a également l'Agence de santé publique du Canada qui va fournir un soutien au CCNI, notamment avec les données, le soutien du secrétariat et les informations dont ils ont besoin pour pouvoir orienter et ensuite publier leurs recommandations. Donc, notamment, les recommandations du CCNI vont donc être disponibles sur le site de l'Agence de santé publique du Canada. Et en plus de ce rôle de soutien au comité consultatif, l'Agence de santé publique du Canada va coordonner la distribution du vaccin. Et ces trois différents organismes vont tous être impliqués de manière continuelle dans la surveillance de la sécurité et de l'efficacité des vaccins qui sont administrés au Canada. Prochaine diapositive. Donc, actuellement, au Canada, il y a un seul vaccin qui est autorisé chez les enfants de 5 à 11 ans, pardon. Il s'agit du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech, qui est un vaccin qui contient une dose de 10 microgrammes, à savoir un tiers de la dose qui est contenue dans le vaccin Comirnaty destiné aux adultes et aux adolescents. Donc, le vaccin pédiatrique pour usage chez les enfants de 5 à 11 ans est autorisé pour 2 doses de 10 microgrammes chacune. Donc, actuellement, le CCNI recommande un intervalle d'au moins 8 semaines entre la première et la deuxième dose. Et tel qu'on l'a mentionné sur la diapositive précédente, ces recommandations du CCNI est différente de l'intervalle de 21 jours sous lequel le vaccin a été autorisé par Santé Canada. Donc, plus tard dans notre présentation, on va fournir les informations qui ont supporté cette recommandation différente du CCNI. Aussi, le vaccin pédiatrique contient une différence par rapport au vaccin qui a été approuvé chez les adultes et adolescents, dont notamment un tampon, la trométamine tris de saccharose qui est dans la préparation pédiatrique et qui favorise donc la stabilité du pH et prolonge ainsi sa durée de conservation au réfrigérateur. Prochaine diapositive. Donc, cette diapositive est très chargée. Vu que les diapositives seront disponibles sur le site du CCNNI, vous aurez la possibilité de les revoir beaucoup plus en détail. Il visait à présenter les deux vaccins, donc celui approuvé chez les adultes et adolescents et le vaccin pédiatrique pour les enfants de 5 à 11 ans, et d'identifier leurs similarités et leurs différences. Donc, en parlant des différences, comme vous le voyez sur la figure, le bouchon du vaccin adulte est mauve, tandis que celui pédiatrique est orange. Il y a également des différences au niveau de la dilution et des différents excipients qui sont disponibles, la trométamine, telle que je l'ai mentionné précédemment, et au niveau de l'entreposage des deux vaccins. Un prochain diapo. En plus du vaccin qui est actuellement autorisé au Canada, il y a d'autres vaccins pédiatriques qui sont actuellement en voie de développement, dont notamment le vaccin de Pfizer qui est destiné aux enfants de 6 mois à 4 ans, dont les essais cliniques sont actuellement en cours. Il contient une dose beaucoup plus faible de 3 microgrammes et la préparation spécifique du vaccin est encore à déterminer. Nous avons aussi des vaccins provenant du fabricant Moderna, notamment un vaccin destiné aux enfants de 6 à 11 ans, qui est actuellement en cours d'évaluation par Santé Canada. C'est un vaccin qui a une préparation qui est identique au vaccin de Moderna offert aux adultes et aux adolescents. Par contre, aussi la dose dans le vaccin pédiatrique est beaucoup plus faible, c'est la moitié, 50 microgrammes dans 0,5 millilitres. Donc aussi, provenant de Moderna, on a un vaccin qui sera destiné aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans qui est actuellement en cours d'essai clinique.
Prochaine diapo. Donc maintenant, je vais présenter les données issues des essais cliniques qui ont été réalisés sur le vaccin Pfizer destiné aux enfants de 5 à 11 ans. Prochaine diapositive. Donc, afin d'avoir l'autorisation pour ce vaccin, il y a des essais cliniques de phase 1, 2 et 3, randomisés et contrôlés, qui ont été réalisés afin d'identifier l'innocuité, la tolérabilité et l'immunogénicité du vaccin 10 microgrammes. Donc, dans le cadre de ces essais cliniques-là, le vaccin avait été administré à raison de 2 doses séparées d'un intervalle de 21 jours. Donc, il y a eu 2 cohortes et au total, les 2 cohortes représentaient environ 3000 personnes qui ont reçu le vaccin et environ 1500 personnes, des témoins qui ont reçu un placebo. Donc, les 2 cohortes avec des durées différentes de suivi. La première cohorte a été utilisée pour identifier les données liées à l'innocuité, l'immunogénicité et l'efficacité. Et la deuxième cohorte, les résultats se sont principalement focalisés sur la sécurité dans l'innocuité du vaccin. La prochaine diapositive. Donc, pour ce qui était donc de l'innocuité du vaccin, on a noté que la plupart des réactions qui ont été reportées après la vaccination étaient légères ou modérées, très souvent de courte durée, dans juste quelques jours. Et comparativement aux essais cliniques qui avaient été réalisés chez les personnes de 16 à 25 ans qui avaient reçu la dose adulte de 30 microgrammes, les enfants âgés de 5 à 11 ans qui ont reçu la dose de 10 microgrammes ont présenté un peu plus de réactions locales, notamment l'enflure et la rougeur. Par contre, ils étaient moins nombreux à présenter des réactions systémiques telles que la fièvre. Et dans le cadre de l'essai clinique qui a été réalisé chez les enfants de 5 à 11 ans, il n'y a aucun cas de myocardite et de péricardite qui a été noté ou de syndrome inflammatoire multisystémique. On n'a pas eu de réaction anaphylactique ou anaphylactoïde et aucun décès n'a été déclaré. Cependant, étant donné la taille d'échantillon que j'ai mentionné précédemment, avec environ 3000 enfants qui ont reçu le vaccin, euh, il n'était pas possible de déterminer la fréquence pour des effets secondaires qui étaient très rares. Donc, c'est pour ça que pour ce vaccin, c'est comme pour tous les vaccins qui sont autorisés, il y a des études de surveillance post-autorisation qui sont en place et telles que mentionnées précédemment, Santé Canada, le CCNI, l'Agence de santé publique du Canada font une surveillance continuelle de la sécurité des vaccins qui sont administrés au Canada en collaboration avec des provinces et territoires et d'autres organismes internationaux. Prochaine diapositive. Donc ici, on va passer à la réponse immunitaire vu que c'était un des objectifs qui était visé par les essais cliniques qui ont été réalisés. Donc dans le tableau, vous voyez bien, on présente la réponse immunitaire qui a été observée chez les enfants de 5 à 11 ans qui ont reçu le vaccin à 10 microgrammes comparé aux participants de 16 à 25 ans qui avaient reçu un vaccin avec la dose de 30 microgrammes. Donc tel que vous le voyez, les titres moyens géométriques des anticorps et le pourcentage de personnes qui ont une séroconversion étaient semblables chez les enfants de 5 à 11 ans comparativement à ceux de 16 à 25 ans. Et en plus de cela, il y a des analyses qui ont été réalisées qui ont indiqué que la neutralisation du virus qui était survenue à travers les anticorps était similaire après la vaccination aussi quand on regardait la neutralisation envers le coronavirus du type sauvage et le variant Delta. Prochaine diapositive. Donc ici, vous regardez les données d'efficacité. Dans la figure qui est à la droite de la diapositive, donc en rouge, vous avez les personnes qui ont reçu le placebo et en bleu, ceux qui avaient reçu le vaccin de 10 microgrammes. Et dont les carrés rouges représentent les différents cas d'infection à COVID-19 qui sont survenus dans le groupe placebo et les ronds bleus, les cas de COVID-19 qui sont survenus chez ceux qui ont reçu le vaccin. Donc, comme vous le voyez clairement, il y a eu beaucoup plus de cas qui sont survenus chez les personnes qui ont reçu le placebo comparativement à ceux qui ont reçu le vaccin. Euh,
On a eu 3 cas dans le groupe vacciné, 16 cas dans le groupe témoin ayant reçu le placebo, ce qui a amené donc à une efficacité estimée de 90,7% contre la COVID-19 symptomatique après 2 doses de vaccin. Et aucune issue grave n'a été signalée chez aucun des participants dans l'étude. Et l'étude avait été réalisée à la période où c'était le variant Delta qui était le variant prédominant. Prochaine diapositive. Je passe la parole à Anne. Oui, merci Jocelyne. Donc, une deuxième question. S'assurer que vous écoutez bien et que vous êtes bien caféiné, peut-être. Donc, vrai ou faux? Lors des essais cliniques, les enfants âgés de 5 à 11 ans ont été un peu plus nombreux que les personnes âgées de 16 à 25 ans à présenter de la rougeur et de l'enflure. Vrai ou faux? Il y a beaucoup de données qui ont été présentées, des données importantes des études cliniques. Et voilà le résultat. Encore merci pour ceux qui ont participé. Alors, encore la réponse ici, c'est vrai. Alors, comparativement aux personnes âgées de 16 à 25 ans, encore, ça c'est la population comparative qui recevait la dose de 30 microgrammes, les enfants âgés de 5 à 11 ans ont signalé un peu plus de réactions locales, donc enflure et rougeur, mais un peu moins de réactions systémiques qui comprend la fièvre. Je repasse la parole à Jocelyne pour faire les messages clés. Merci Anne. Dans les messages clés en rapport avec les essais cliniques qui ont été réalisés, à retenir, c'est que les données de l'essai clinique indiquent que le vaccin pédiatrique contre la COVID-19 de Pfizer déclenche une bonne réponse immunitaire chez les enfants de 5 à 11 ans, une réponse qui est comparable à ce qui était observé chez les personnes de 16 à 25 ans qui avaient reçu la préparation pour adultes de 30 microgrammes. L'efficacité préliminaire du vaccin pédiatrique de 10 microgrammes contre la COVID-19 symptomatique a été estimée à 90,7% pour les enfants de 5 à 11 ans et les résultats cliniques préliminaires provisoires dont on dispose n'ont identifié aucun problème de sécurité grave, notamment aucun cas de myocardite ou de péricardite en lien avec le vaccin, mais étant donné la taille d'échantillon de l'essai clinique, la surveillance post-commercialisation se poursuit. Prochaine diapo. Je vais passer la parole à Jessie. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est ça, j'aimerais inviter le docteur Jesse Papenburg pour présenter la prochaine section. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais parler des recommandations du CCNI, donc du Comité consultatif national sur l'immunisation, concernant l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech chez les enfants âgés de 5 à 11 ans. Prochaine diapo. On va premièrement parler un peu des considérations éthiques liées aux recommandations sur le vaccin pédiatrique contre la COVID-19. Et je pense que le principe directeur de ces recommandations, c'est que la vaccination doit servir l'intérêt de l'enfant. Donc, il doit avoir des avantages directs pour les enfants et ça doit être une considération importante. En général, un programme de vaccination est justifié si les avantages anticipés l'emportent sur les risques potentiels. Mais aussi, c'est important de constater que les avantages indirects de la vaccination au niveau de la population peuvent également bénéficier aux enfants. Il existe toutefois peu de données globales sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 chez les enfants. Et le principe de précaution justifie la prise de mesures dans des conditions d'incertitude scientifique pour atténuer les risques liés au vaccin, notamment l'utilisation des données concernant d'autres groupes d'âge et l'application des principes de vaccinologie en général. Les enfants et leurs parents ou tuteurs devraient être soutenus et respectés dans leurs décisions concernant la vaccination de l'enfant contre la COVID-19, quelles que soient les décisions qu'ils prennent, et ne devraient pas être stigmatisés pour avoir accepté ou non l'offre de vaccination. Et je peux noter aussi que le Comité d'immunisation du Québec a écrit presque la même chose verbatim dans leurs recommandations.
Donc, ces considérations ont été guidées par le groupe consultatif d'éthique en santé publique qui nous a aidés au CCNI à vraiment regarder tous les enjeux d'éthique, d'équité, ainsi que de faisabilité et d'acceptabilité qui sont importantes dans nos recommandations d'utilisation des vaccins au Canada. Prochaine diapo. Bon, la recommandation du CCNI. Le CCNI recommande qu'une série complète de vaccins contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, 10 microgrammes, donc la formulation pédiatrique, puisse être proposée aux enfants âgés de 5 à 11 ans qui ne présentent pas de contre-indication au vaccin, avec un intervalle d'au moins 8 semaines entre la première et la deuxième dose. Et cela est une recommandation discrétionnaire du CCNI. Le CCNI examinera les données probantes émergentes et mettra à jour ces recommandations et leur fermeté en fonction de l'évolution du corpus de données. Prochaine diapo. Maintenant, les considérations du CCNI liées à l'intervalle recommandé entre la première et la deuxième dose, puisqu'en effet, le vaccin de Pfizer-BioNTech destiné aux enfants âgés de 5 à 11 ans est autorisé comme une série primaire de 2 doses administrées à 21 jours d'intervalle. Mais le CCNI recommande un intervalle d'au moins 8 semaines entre la première et la deuxième dose. C'est quoi la justification du CCNI en faveur de cet intervalle prolongé? On sait que chez les adolescents et les adultes, les données probantes émergentes suggèrent quand même fortement que des intervalles plus longs entre la première et la deuxième dose d'une série primaire entraînent une réponse immunitaire plus forte et une efficacité vaccinale plus élevée qui devrait durer plus longtemps par rapport à des intervalles plus courts. Et vraiment, il y a des données in vitro qui supportent ça, ainsi que les données sur le terrain, autant au Canada qu'ailleurs, par rapport à l'efficacité vaccinale sur le terrain. Deuxième enjeu, c'est qu'un intervalle prolongé peut également être associé à un risque réduit de myocardite péricardite après l'administration d'une deuxième dose d'un vaccin contre la COVID-19 à ARN messager. Et ce sont en fait des données canadiennes en large partie qui ont démontré que justement, un intervalle prolongé entre les 2 premières doses réduit le risque de myocardite, en particulier chez les jeunes adultes et les adolescents. Prochaine diapo. Les lignes directrices du CCNI concernant les enfants ayant été infectés par le SRAS-CoV-2 et ceux ayant souffert du syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant. Le CCNI recommande que 2 doses du vaccin contre la COVID-19 peuvent être offertes aux enfants de 5 à 11 ans ayant été infectés par le SRAS-CoV-2. Et quand on parle d'infectés, on fait vraiment allusion à microbiologiquement prouvé par PCR ou détection d'antigènes dans les sécrétions respiratoires. Toutefois, ces enfants ne doivent plus être considérés comme étant dans la phase infectieuse selon les critères actuels et les symptômes d'une maladie aiguë doivent avoir complètement disparu avant la vaccination. Maintenant, pour les enfants ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique, on recommande que la vaccination soit reportée jusqu'à la guérison clinique ou jusqu'à ce qu'il se soit écoulé 90 jours ou plus depuis le diagnostic, la période la plus longue étant retenue. Et la raison pour ça, en fait, c'est aussi en parallèle aux États-Unis, la même recommandation a été émise par les Centers for Disease Control. Et c'est parce qu'on sait que ce syndrome inflammatoire affecte le système immunitaire quand même assez profondément et on voudrait que le système immunitaire soit vraiment revenu à la base afin de pouvoir bien recevoir le vaccin de façon le plus efficace et sécuritaire possible. Prochaine diapo. Les lignes directrices du CCNI sur l'administration concomitante d'autres vaccins. Les vaccins contre la COVID-19 devraient généralement pas être administrés aux enfants de 5 à 11 ans en concomitance, c'est-à-dire le jour même, avec d'autres vaccins, que ce vaccin soit vivant ou non vivant, peu importe. Et les raisons pour ça sont multiples. Principalement, c'est afin d'éclairer l'évaluation des risques d'événements indésirables chez ces enfants de 5 à 11 ans, une surveillance rigoureuse de l'innocuité post-commercialisation sera nécessaire. Donc, on recommande d'éviter l'administration concomitante de vaccins afin de pouvoir aider à prévenir les déclarations associant de façon erronée le vaccin contre la COVID-19 à des événements indésirables causés par un autre vaccin. Donc, c'est vraiment pour être capable de mettre les choses au clair. Si jamais il y a un effet secondaire qui survient,
c'est quoi la cause? Est-ce que c'est le vaccin contre la COVID-19 ou c'est l'autre vaccin? Toutefois, on reconnaît qu'il peut arriver que certaines circonstances individuelles exigent, pour des raisons pratiques ou selon l'avis clinique du fournisseur de soins, un court intervalle entre l'administration du vaccin contre la COVID-19 et celle d'autres vaccins ou leur administration concomitante. Donc, on laisse quand même cette porte ouverte et on fait confiance au jugement des vaccinateurs si les bénéfices potentiels pour l'enfant le remportent par rapport à l'administration concomitante. Néanmoins, la recommandation chez les enfants de 5 à 11 ans, c'est un intervalle de 14 jours entre l'administration du vaccin contre la COVID-19 et celle d'autres vaccins, afin de limiter les erreurs dans les déclarations d'événements indésirables. Et c'est aussi la recommandation qui avait été prise d'emblée pour les vaccins chez les adolescents et chez les adultes, avant qu'on ait plus de données pour nous rassurer sur l'efficacité et l'innocuité des vaccins et aussi des vaccins administrés en même temps avec que d'autres vaccins comme le vaccin contre les vaccins antigrippaux. Donc, ça se peut que ces lignes directrices changent avec l'évolution de nos connaissances sur l'administration, la co-administration des vaccins COVID-19 chez l'enfant. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, les lignes directrices concernant les enfants de 11 ans qui atteignent l'âge de 12 ans entre les 2 doses de vaccin. Grosso modo, on recommande de donner le vaccin approprié selon l'âge de l'enfant au moment de l'administration du vaccin. C'est-à-dire que les enfants de 11 ans qui ont reçu comme première dose de vaccin contre la COVID-19 de 10 microgrammes de Pfizer-BioNTech, puis qui atteignent l'âge de 12 ans, peuvent recevoir comme deuxième dose de la série primaire le vaccin 30 microgrammes de Pfizer-BioNTech qui est autorisé pour les personnes de 12 ans et plus. Donc, on donne la bonne dose pour la bonne tranche d'âge au moment de la vaccination. Si toutefois, l'enfant recevait une seconde dose de 10 microgrammes, on devrait la considérer comme valide et considérer que cette série primaire de vaccination de 2 doses contre la COVID-19 est complète chez cet enfant-là. Prochaine diapo. Autre élément qu'a considéré le CCNI, la myocardite et la péricardite. Par mesure de précaution et aussi conformément aux recommandations actuelles pour les adolescents et les adultes, la deuxième dose de la série de vaccins contre la COVID-19 à ARN messager doit être reportée chez les enfants qui présentent une myocardite ou une péricardite après l'administration de la première dose du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech jusqu'à ce que de plus amples données soient disponibles. Les enfants qui ont des antécédents de myocardite qui ne sont pas liés à la vaccination contre la COVID-19 devraient bénéficier d'une consultation auprès de leur équipe de soins aux fins d'une évaluation et de recommandations adaptées à leurs besoins spécifiques. Si leur situation cardiaque ne nécessite plus de suivi clinique, ils peuvent tout simplement recevoir le vaccin. Le CCNI continuera à surveiller l'évolution des données probantes et de modifier ses recommandations aux besoins par rapport à cet effet secondaire. Il est conseillé aux personnes qui s'occupent d'enfants de consulter un médecin si ces derniers présentent des symptômes tels que des douleurs thoraciques, un essoufflement ou des palpitations après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech. Prochaine diapo. D'autres éléments qu'a considéré le CCNI, la planification du programme de vaccination pédiatrique contre la COVID-19. Il convient de consacrer des efforts à l'accès équitable aux renseignements et aux services liés à la vaccination de façon à réduire au minimum les inégalités qui seraient causées par le statut socio-économique en matière d'acceptation et d'adoption du vaccin. On voudrait vraiment que la vaccination se fasse de façon équitable à travers le Canada. Les parents d'enfants de 5 à 11 ans devraient être soutenus dans le processus décisionnel et respectés quant à leurs décisions relatives au vaccin contre la COVID-19, quelle qu'elle soit. Ils ne devraient pas être stigmatisés qu'ils acceptent ou refusent de faire vacciner leurs enfants. Les adultes, incluant les pourvoyeurs de soins et les jeunes qui interagissent avec des enfants, devraient être vaccinés de façon à se protéger et aussi offrir une protection supplémentaire aux jeunes enfants. Outre la vaccination, les mesures sanitaires contribuent de manière importante à prévenir la transmission chez les enfants. Il est important que chacun, quel que soit son statut vaccinal, continue à suivre les mesures de santé publique recommandées. Finalement, le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech n'est pas autorisé à ce jour chez les enfants de moins de 5 ans. Prochaine diapo.
OK. Êtes-vous prêt pour une autre question, un sondage interactif? Merci, Jessie, pour nous guider à travers toutes les recommandations de la CCNI. Donc, pour une petite question de rappel, que recommande le CCNI pour les enfants qui ont reçu 10 microgrammes de Comirnaty pour leur première dose et qui ont ensuite 12 ans au temps de leur deuxième dose? Alors, lisez bien la question et lisez bien toutes les options de réponse. Et voilà. Donc, ça, c'était pas un piège. On ne voulait pas vous piéger, mais il y avait un petit peu de plusieurs réponses. Alors, en fait, comme on avait discuté, les enfants qui reçoivent le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19, formulation pédiatrique de 10 microgrammes pour leur première dose et qui atteignent ensuite l'âge de 12 ans peuvent recevoir le vaccin à 30 microgrammes, donc quand ils ont 12 ans, qui est autorisé pour ce groupe d'âge. Et en fait, comme on avait dit, on donne la dose selon l'âge. Et si, par contre, une deuxième dose de 10 microgrammes est administrée, elle serait quand même considérée comme valide et une série complète. Alors, merci beaucoup. On passe, Jessie, si tu veux nous redonner les messages clés sur les recommandations du CCNI. Oui. Donc, les messages clés. Le CCNI a examiné les données probantes disponibles sur l'usage du vaccin contre la COVID-19 ARN messager de Pfizer-BioNTech, 10 microgrammes, chez les enfants de 5 à 11 ans, ainsi que les considérations éthiques, d'équité, de faisabilité, d'acceptabilité liées à la vaccination des enfants contre la COVID-19. Le CCNI donc recommande qu'une série complète du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech 10 microgrammes soit offerte aux enfants de 5 à 11 ans chez qui le vaccin n'est pas contre-indiqué selon un intervalle de 8 semaines entre la première et la deuxième dose, donc un intervalle minimum de 8 semaines. Pour connaître l'ensemble des lignes directrices, y compris les données probantes et les motifs qui justifient les recommandations, veuillez consulter la page de la recommandation du CCNI sur l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech 10 microgrammes chez les enfants âgés de 5 à 11 ans. Prochaine diapo. Je demanderai à Dr. Zafak de revenir et parler d'un sujet très important, comment soutenir le processus décisionnel des parents. Merci, Anne. Donc, on sait que la décision de vacciner les enfants de 5 à 11 ans va varier selon les familles. Pour certains, ce sera facile. Pour d'autres, ça demandera beaucoup plus de réflexion. Dans les prochaines diapositives visent à vous donner des éléments qui pourront vous aider dans l'accompagnement des enfants et de leurs familles. Dans, dans ce processus décisionnel-là, au sujet des vaccins contre la COVID-19 destinés aux enfants, les fournisseurs de soins doivent interagir avec les parents ou les tuteurs des enfants de façon respectueuse et culturellement sûre et discuter avec eux de manière transparente des risques et des avantages de la vaccination pour leur famille. Donc, comme je l'ai dit, certains des risques et avantages sont directs et liés à la santé des enfants, mais il y a d'autres qui seront plutôt indirects et dont la pertinence va varier selon les familles. Donc, notamment, les facteurs socio-économiques et les valeurs auront un poids particulier dans chacune des familles. Et il faut donc veiller à offrir à chaque famille les conseils et le soutien qui lui est adapté. Et lors de ces différents échanges-là, les conversations peuvent avoir lieu en plusieurs fois. Il faut éviter de mettre la pression sur les familles. Et l'autorisation du vaccin contre la COVID-19 qui a été faite dans ces tranches d'âge s'appuie sur le fait que les avantages pour les enfants l'emportent sur les risques. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus en détail dans la prochaine diapo. Donc, notamment lorsqu'on a revu les évidences qui sont actuellement disponibles en ce qui concerne dans les risques, on a vu que les risques dans les effets indésirables qui avaient été rapportés à la vaccination, qui sont actuellement connus, sont généralement faibles ou modérés et de courte durée. Et actuellement, il n'y a pas eu d'effet secondaire grave, rare qui a été identifié, mais comme on l'a précisé, étant donné la taille
des essais cliniques. Le risque est inconnu puisqu'on ne peut pas statuer en ce moment-ci de manière ferme là-dessus et que la surveillance post-commercialisation se poursuit. Donc maintenant, pour ce qui est des avantages conférés par la vaccination, donc déjà l'enfant a un bénéfice direct grâce à la protection que la vaccination lui accorde contre l'infection symptomatique par le SARS-CoV-2 et également à un niveau beaucoup plus large, la protection qu'on va obtenir au niveau de la population, on l'espère, permettra donc de diminuer les perturbations au niveau scolaire et social et qui impactent également les enfants et leurs familles. Donc, en plus de ces avantages et de ces risques, d'autres considérations qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que la plupart des enfants vont être exposés à la COVID-19 au cours de la prochaine année. Donc, tel qu'on l'a observé pendant la quatrième vague, le taux d'infection dans ce groupe d'âge qui était non vacciné au moment de ces données-là a augmenté de manière significative et a dépassé ce qui avait été observé chez les adultes. Et ainsi, donc, la vaccination pourrait offrir aux parents un sentiment de sécurité. Ils seront donc plus à l'aise de laisser leur enfant participer à des activités sociales ou parascolaires une fois qu'ils seront vaccinés, ce qui permettra aux enfants d'être moins isolés ou de voyager. Et également, la présence de problèmes de santé sous-jacents chez l'enfant est également un élément à prendre en compte dans la décision de le vacciner ou pas. Le risque épidémiologique spécifique au moment et dans le lieu où réside l'enfant est également un paramètre à prendre en compte et aussi son risque d'exposition parce que pour un enfant qui reste peut-être à la maison toute la journée par rapport à un autre qui a des interactions régulières dans un environnement spécifique, le risque peut varier. Ensuite, l'expérience personnelle et culturelle que les familles ont par rapport au vaccin, à la maladie et la fréquentation des différents établissements de soins et de santé est également quelque chose à prendre en compte. Certains enfants peuvent avoir de l'anxiété face à l'idée de se vacciner et à la douleur potentielle qu'ils peuvent recevoir. Ils doivent également être accompagnés par rapport à ça. Il y a des ressources qui ont été fournies et elles sont disponibles dans cette présentation au niveau des diapositives supplémentaires. Et également, le risque qu'un enfant infecté peut exposer, même si lui n'aura pas une forme grave de la maladie, peut exposer des membres vulnérables au sein de sa famille et de la communauté sont également des considérations importantes à penser au moment de prendre la décision. La prochaine diapo. Donc, pour pouvoir résumer les éléments clés dans cette partie, c'est que il faut rappeler que l'autorisation du vaccin qui a été accordé s'appuie sur le fait que les avantages pour les enfants sont supérieurs aux risques et que l'infection responsable de la COVID-19 a touché tous les enfants de 5 à 11 ans de manière disproportionnée pendant la quatrième vague et que la vaccination permettra de limiter donc les perturbations de leurs activités scolaires et autres activités en présentiel, ce qui est important pour leur santé mentale et physique et que le CCNI recommande qu'une série complète du vaccin contre la COVID-19 à dosage pédiatrique puisse être proposée aux enfants âgés de 5 à 11 ans qui ne présentent pas de contre-indication au vaccin, et ceci à un intervalle recommandé de 8 semaines entre la première et la deuxième dose. La prochaine diapo. Super, merci beaucoup. Donc, merci à nos deux présentateurs. C'est énormément d'informations qui ont été partagées. Alors, je vous remercie bien. Donc là, on va passer à la période de questions et réponses. Et puis, je vous rappelle que la meilleure façon de nous poser des questions, c'est avec l'onglet Q&A. Alors, n'hésitez pas de mettre vos questions. On va faire notre mieux de répondre à vos questions. Et puis, encore ici, il y a des questions que si vous cliquez « Aimer », ça va monter en termes de priorité s'il y en a plusieurs. Donc, je vais demander, c'est ça, oh, parfait, vous avez mis votre vidéo. On va passer, j'avais vu une question passer un peu sur les intervalles. Puis en fait, je vais juste souligner la date d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas la date, on est le 14 décembre 2021 et je souligne ça parce que dans le monde de
de la COVID-19 et ces variants, les choses changent assez rapidement. Mais il y a une question qui nous a été posée, qui est une très bonne question qu'on entend beaucoup en ce moment. Donc, je la lis. Notre besoin de vacciner rapidement contre Omicron l'emporte-t-il sur l'avantage d'attendre 8 semaines pour une protection plus forte? Donc, excellente question. J'aurais peut-être invité Dr. Papenburg et puis ensuite aussi Dr. Zapak, si vous voulez vous joindre à cette discussion. C'est pas super simple, mais allez-y. Oui, donc effectivement, c'est une question, comme Dr. Famoui mentionnait, qui est beaucoup posée non seulement par des parents, mais aussi par des vaccinateurs et aussi par les personnes en santé publique et ceux qui prennent les décisions pour les recommandations vaccinales. Je dois vous dire que pour l'instant, avec ce qu'on sait, avec les réponses immunitaires post-vaccinales et la protection contre le micron qui est très incomplète, disons, je pense qu'on s'enligne plus vers maintenir cet intervalle de 8 semaines qui est vraiment basé pour, en fait, c'est afin d'optimiser la réponse immunitaire de cet enfant qui vraiment, pour la majorité de ces enfants-là, va être leur première exposition au SRAS-CoV-2, l'optimiser dans le sens d'être non seulement plus robuste et plus long terme. Il faut se rappeler c'est-à-dire qu'on prévoit qu'Omicron, il va être avec nous, il arrive bientôt, mais il va être avec nous pendant quand même des semaines, des mois probablement. Tu sais, on regarde ce qui s'est passé avec Delta. On a quand même eu 2 vagues basées sur Delta. Moi, je m'attendrais à la même chose avec Omicron. Ce ne sera pas juste une petite vague puis fini. Je pense qu'Omicron va venir, va remplacer Delta et va probablement rester pour une période de temps prolongée avec probablement plus qu'une vague. Donc, ce que je suis en train de proposer, c'est que je pense que l'important avec les jeunes enfants, c'est de bien bâtir cette immunité avec la meilleure série primaire possible. Pas juste pour aujourd'hui, mais aussi pour dans 2, 3, 4, 5 mois, alors qu'Omicron va encore être en train de circuler. Et aussi parce que cet intervalle plus prolongé va probablement permettre aussi une immunité plus large contre non seulement la souche contenue dans le vaccin et Omicron, mais aussi le prochain variant qu'on ne connaît pas encore les propriétés. Donc, je pense qu'on serait mieux de vraiment bien bâtir la base immunitaire chez cette population avec un intervalle de 8 semaines et ne pas oublier aussi que cette recommandation est aussi basée sur le fait que ça réduit le risque de myocardite. Et on est encore un peu dans l'inconnu par rapport au risque. Quel est le chiffre associé à ce risque-là? On va avoir plus de données, je pense, des États-Unis qui ont déjà vacciné plus de 3 millions d'enfants, qui ont commencé à donner déjà des millions de deuxièmes doses. Donc, éventuellement, on va pouvoir mieux chiffrer, quantifier ce risque. Mais d'ici là, je pense que c'est quand même prudent et approprié de minimiser en donnant l'intervalle de 2 mois. Et ce sont mes opinions et non pas une recommandation de qui que ce soit, mes opinions personnelles. Jocelyne, voulais-tu ajuster un petit peu à ça? Oui, donc je suis tout à fait avec ce que Jessie a dit. Donc, on est dans une situation qui est à long terme et il faudrait mieux se préparer pour quelque chose qui va durer. Et bien qu'on ne connaisse pas encore totalement les données sur le spécifique au variant Omicron, ce dont il faudrait également se souvenir, c'est que la première dose entraîne déjà une certaine réponse immunitaire avec une production d'anticorps dont l'enfant pourra bénéficier pendant les 8 semaines en attendant la deuxième dose. Mais tel que c'est recommandé, c'est important pour l'enfant de recevoir cette deuxième dose-là afin d'avoir une réponse immunitaire complète. Donc, de ne pas aussi être totalement en panique et de se dire que l'enfant a déjà reçu une première dose qui lui permet d'attendre les 8 semaines. Ouais, on s'est retrouvé un peu comme dans cette situation au printemps dernier pour les adultes, qu'on avait
quand il y avait la recommandation des intervalles jusqu'à 16 semaines. Alors, il faut faire le risque et bénéfice. Et puis, c'est malheureusement probablement pas la dernière variante. Alors, encore, on essaie d'optimiser cette première réponse à la série primaire. Mais comme les choses changent, c'est à suivre. On verra, on s'adapte, les comités consultatifs et les autres organismes aussi vont s'adapter et évaluer les études qui en sortent. Alors, on continue d'apprendre beaucoup sur Omicron. Les choses évoluent rapidement, mais à voir. À voir. Il y avait une autre petite question. Ce n'est pas très, très clair pour moi. Il y a quelqu'un qui voulait demander un petit peu sur les risques liés à l'utilisation de l'ARN, de la séquence complète d'ARN messager pour la protéine, le spike protein du virus, sur l'habitat de réparation d'ADN ou de cellules saines par extension inflammation. Je ne sais pas s'il y a une confusion avec l'ADN ou non. Je ne sais pas si un de vous voudrait prendre cette question. Je pense que ce qu'on a vu circuler un peu dans les médias sociaux, c'est un mythe que la protéine spicule endommage les cellules hôtes, soit avec des inflammatoires ou peut même causer du dommage pour l'ADN de la cellule hôte. Ça, il n'y a vraiment aucune évidence pour suggérer que la protéine spicule qui est produite après la vaccination cause des dommages aux cellules hôtes. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'ARN messager qui est contenu dans le vaccin, c'est vraiment un template, c'est vraiment un petit peu recette, pardon? Une recette ou Oui, une instruction. recette qui permet aux cellules hôtes de produire cette protéine spicule. Et c'est donc cette protéine spicule que le système immunitaire va reconnaître et va développer une immunité contre cette protéine spicule. Mais l'ARN messager, de par ses propriétés biochimiques, il ne reste pas longtemps. Il s'est fait dégrader très rapidement par le corps humain parce que c'est l'ARN messager, on en a, nous, on en produit, nos cellules en produisent tout le temps et c'est une façon pour nous de réguler. Est-ce qu'on veut qu'un tel gène soit exprimé? On produit l'ARN messager, ensuite la protéine se fait traduire, mais la situation change. On veut être capable que l'ARN messager disparaisse rapidement aussi. C'est pour ça que par ses propriétés biochimiques, l'ARN messager va être détruite complètement après quelques heures ou quelques jours et que la protéine spicule, quelques jours ou quelques semaines après sa production, sera complètement dégradée aussi. Donc, en termes d'avoir des effets à long terme, soit sur la génétique de l'autre, l'ARN du vaccinal n'est aucunement intégré aux gènes humains, à la génétique humaine, aux cellules. Elle est dégradée rapidement, ainsi que le produit de la spicule. Tout ce qui reste, c'est notre immunité contre la protéine spicule. Merci, Jessie, pour cette clarification. Je veux rappeler aussi les gens que le virus de la SARS-CoV-2 est un virus à ARN. Donc, en fait, quand on se fait infecter avec ce virus, le virus injecte tout son génome, tout son ARN, incluant le code pour la protéine spicule. En fait, je ne connaissais pas ce terme, spicule. La protéine spicule, ainsi que toutes les autres protéines qui font partie du virus aussi. Alors, c'est ça. Mais oui, j'entends ça aussi beaucoup comme inquiétude. Alors, j'espère que ça a pu vous rassurer. On continue avec vos belles questions. Une autre question ici. Les enfants médicalement complexes n'ont pas été inclus dans l'essai clinique de Pfizer, donc l'étude qui a été présentée par Jocelyne. Existe-t-il des résultats du data concernant les vaccins à ARN messager et les résultats dans ce groupe? Ça me dit combien de ce groupe ont été vaccinés aux États-Unis? Excellente question. C'est certain que dans le contexte d'une étude clinique, souvent, ces enfants ne sont pas inclus. Je pense que le groupe avait essayé, en fait, d'inclure des différentes comorbidités, mais la majorité était, je pense qu'il y avait obésité, certains enfants asthmatiques, mais c'est certain qu'il n'y avait pas il n'y avait pas une grande représentation d'enfants avec des maladies complexes. Moi, je ne suis pas au courant des données exactes. Je sais que c'est certain qu'il y a beaucoup, en fait, je pense qu'on est rendu à 6 ou 7 millions de doses aux États-Unis.
incluant à peu près 2 millions de doses de deuxième dose. Mais donc, ça roule vite là-bas. Je n'ai pas vu des chiffres exacts encore. Peut-être, Jocelyne, tu serais au courant de ces données-là? Ou Jessie? Non, non, les données venant des États-Unis ne sont pas encore publiques, mais on fait une surveillance quotidienne et dès qu'elles seront publiques, parfois même avant, on pourra les regarder, les prendre en compte. Donc, ce qui va se passer avec les enfants est similaire à ce qui est survenu avec les adultes. Donc, généralement, les informations d'efficacité et de sécurité dans ces sous-groupes particuliers s'obtiennent lors de la surveillance ou post-commercialisation. Je pense que c'est important aussi de noter que bien que les facteurs de risque pour une maladie sévère à SRAS-CoV-2 chez l'enfant sont moins bien définis que chez l'adulte, il y a quand même certaines choses qui ressortent. Bon, je pense que Jocelyne a noté qu'environ la moitié des enfants qui sont infectés, qui sont admis à l'hôpital pour une infection à SRAS-CoV-2, n'ont pas de maladie sous-jacente qui les mettrait à risque. Donc, c'est difficile de prédire, en fait, qui aura un issue sévère ou pas. Mais on commence à avoir des données qui démontrent que, premièrement, les enfants avec complexité médicale, donc en fait définis dans certaines études comme 2 ou plus de comorbidités, sont à risque non seulement d'hospitalisation, mais aussi, s'ils sont hospitalisés, d'avoir des issues sévères en termes de besoins de support respiratoire ou support cardiovasculaire lors de l'hospitalisation. Certaines maladies sous-jacentes aussi reviennent comme des facteurs de risque. Donc, il y a la trisomie 21, le diabète en particulier, le diabète mal contrôlé, les anémies et les hémoglobinopathies. Donc, on pense peut-être à l'anémie falciforme, les maladies neurologiques, en particulier chez les jeunes enfants, donc les enfants préadolescents avec maladies neurologiques semblent plus au risque d'avoir une infection plus sévère. Et finalement, l'obésité, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans plusieurs études et en particulier chez les adolescents. L'obésité revient comme facteur de risque pour maladies sévères. Donc, tout ça pour dire que bien que dans l'étude elle-même, c'est difficile de ressortir des données probantes sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin dans ces sous-groupes-là, ce qu'on sait qu'il y a certains groupes d'enfants qui sont à plus haut risque d'avoir une maladie sévère. Et donc, je pense qu'en particulier, ces enfants-là, on devrait faire notre possible pour aller chercher ces familles-là pour leur proposer la vaccination et essayer d'éviter justement ce risque de maladie sévère. Merci beaucoup. Je vais peut-être passer à une des questions. On avait été envoyé des questions au préalable. Je vais peut-être lancer ça à Jocelyne. On a été demandé pourquoi est-ce qu'ils ont choisi une formulation pédiatrique avec 10 microgrammes pour les enfants âgés de 5 à 11 ans? Pourquoi on ne pouvait pas utiliser la dose adulte, par exemple? Donc, généralement, pour tous les vaccins qui sont autorisés, il y a des études de phase 1 qui sont réalisées, qui visent à identifier quelle est la dose optimale à utiliser. Donc, optimale signifiant d'avoir une bonne réponse immunitaire en réduisant au maximum tous les effets indésirables qui peuvent être observés après la vaccination. Donc, pour ce qui est des enfants de 5 à 11 ans, donc dans ces études de phase 1, ils ont évalué différentes doses du vaccin et c'est la dose de 10 microgrammes qui a été identifiée comme celle permettant d'avoir une bonne réponse immunitaire tout en minimisant au maximum tout événement indésirable. Donc, et comme on l'a présenté aujourd'hui, la dose de 10 microgrammes chez les enfants permettait d'avoir une réponse immunitaire comparable à celle qui était obtenue avec 30 microgrammes chez les personnes de 16 à 25 ans. Et ça, quand on prend en compte l'immunité de manière générale, ce n'est pas surprenant parce que les enfants vont généralement avoir une réponse immunitaire qui est beaucoup plus forte que des adultes et des personnes âgées aussi. euh, Par contre, sont connus du fait de l'immunosénescence à avoir souvent une réponse immunitaire qui est sous-optimale. Parfait, merci.
Si Jessie, tu avais quelque chose à ajouter. Ben, je ne sais pas s'il y avait peut-être un corollaire à cette question-là vis-à-vis, parce que des fois, on se faisait poser la question, pourquoi on ne fait pas juste prendre le produit adulte-adolescent et le diluer ou en prendre une plus petite dose pour ensuite l'administrer aux enfants? Je pense que vraiment maintenant, on a accès aux vaccins pédiatriques. Si on fait des modifications au vaccin adulte, il y a plus de risques d'erreur en termes d'administration de la bonne dose. Je pense que vraiment, il faut donner le bon produit à la bonne tranche d'âge selon l'individu qui est assis en face de nous. Oui, super. Puis peut-être même, je vais faire un suivi avec ça. Moi, je me fais, peut-être qu'on peut donner la même dose pour ceux en bas de 5 ans. Est-ce qu'on peut faire ça? Je sais, pas pour le moment, non, faites pas ça. Et puis, comme j'essaie de mentionner, on a des études en cours pour étudier les vaccins COVID. Donc, le Pfizer, le produit de Pfizer est en ce moment en train d'être étudié pour les en bas de 5 ans, donc les 6 mois en bas de 5 ans, 4 ans, j'imagine. Et puis, ils utilisent une plus petite dose à 3 microgrammes. Alors, on va suivre ça de près. Ça va être, j'imagine, avoir le même processus très, très méticuleux et vigilant pour faire les études cliniques. Puis, on aura les données, j'espère, en début 2022 à voir, à suivre. Donc, essayer de garder avec les doses doses pour l'âge. Et puis, pas de dosage personnel, individuel. OK. Bon, est-ce que j'en demande, moi, là, si on ne m'arrête pas, je continue. Alors, je vais y aller avec une autre question qui nous a été posée. En fait, à vous deux, peut-être à Jessie en premier lieu, c'est certain qu'il y a beaucoup de parents qui nous disent: Ah, ouais, je suis un peu nerveux, mais mon enfant est vraiment nerveux, très anxieux, il a peur des aiguilles, ou il y a peut-être un trouble de développement, puis c'est très difficile de faire la vaccination, etc. Est-ce qu'il y aurait des ressources ou des conseils que vous pouvez donner à ces parents ou ces vaccinateurs, professionnels de santé pour ces enfants, pour minimiser la douleur ou l'anxiété reliée au vaccin? Oui, absolument. Et je pense que, je ne sais pas si on a la diapo avec des ressources pour les familles et les vaccinateurs qu'on pourrait peut-être remettre sur l'écran. Mais il existe plusieurs ressources pour les Canadiens développées au Canada pour justement essayer de savoir comment dealer ou gérer cette anxiété face à la vaccination. Et des fois, souvent, c'est la peur de l'aiguille, la peur de la douleur. Donc, il y a différentes techniques qu'on peut utiliser pour faire face à ça. Et je veux pas remplacer. Je pense que ça vaut vraiment la peine pour les gens s'ils font face à ça, soit personnellement avec leur famille ou en tant que vaccinateur, d'aller chercher ces ressources-là. Je pense premièrement, il faut être honnête avec les enfants. Il ne faut pas leur cacher de ce qu'on va faire. La pire chose à faire, c'est de surprendre l'enfant, de dire: Ah, finalement, on s'en va se faire vacciner. Là, lève ton bras, lève ta manche. Non, il faut les préparer à l'avance, avoir un plan, comment est-ce qu'on va dealer avec ça. Je pense que l'idée de se préparer, c'est autant bien pour un adulte que pour un enfant. Donc, il y a moins d'éléments de surprise. Ça augmente la confiance avec le parent puis avec le vaccinateur. Donc, ça me permet aussi de faire des choses comme on va porter une chemise à manches courtes, ça va faciliter le fait d'avoir accès pour le vaccin. On peut aussi, pour ceux qui ont vraiment peur de la douleur, il existe des crèmes anesthésiantes qui peuvent être posées 30 à 60 minutes avant l'injection qui minimisent vraiment la douleur. Il y a des techniques aussi de relaxation. Premièrement, donc, le positionnement de l'enfant, c'est important. On prône un positionnement assis et non pas couché, parce que couché, on peut souvent avoir un sentiment de perte de contrôle. On veut que l'environnement aussi soit bien calibré pour ça. Donc, ça, c'est les centres de vaccination qui font leur possible. C'est pas toujours facile parce qu'il y a du roulement, mais d'avoir un environnement calme, avec la musique qui est calme, avec des stimulus qui sont plaisants pour les enfants, mais aussi, encore une fois, rassurants. Donc, techniques de relaxation peuvent aussi être individualisées. Il y a des enfants qui vont bien répondre à la respiration.
des techniques de respiration qui aident à baisser les taux d'anxiété et aussi des techniques de distraction. C'est peut-être la seule fois que les pédiatres, on va prôner l'utilisation de la tablette ou du téléphone, l'écran. Ça peut aider à distraire. Avoir aussi des pensées à des choses positives qui s'en viennent après la vaccination. Donc, avoir un plan pour après, hey, qu'est-ce qu'on va faire de le fun après notre vaccin? On s'en va au McDo. C'est encore une fois la seule fois que vous allez entendre ça venir de la bouche d'un médecin ou d'un pédiatre. Mais je pense que vous comprenez l'idée, c'est d'avoir toute cette planification nous aide à être mieux préparés et aussi à réduire l'anxiété, à calmer l'enfant et je vous suggère vraiment d'aller, il y a beaucoup de bons sites web conçus pour les vaccinateurs et les parents. Et puis, c'est ça. Super, merci beaucoup. Ça, c'est des excellents conseils venant d'un pédiatre et d'un papa. Je pense que tu as peut-être mis en marche certains de ces conseils-là, mais merci aussi. On a mis la liste, la diapo avec les ressources. On a dit ça avec l'intention des fournisseurs de soins de santé ainsi que l'intention des parents soignants. Donc, vous pouvez regarder, il y a quelques sites qui vont parler spécifiquement guide comment soulager l'enfant ou se préparer pour le jour du vaccin. Et Là, je veux dire, Anne, qu'avec mon fils de 7 ans, ça a été un peu plus difficile qu'on s'attendait. Mais on a comme ici, ça s'est bien passé. Là, il a réussi, il a été vacciné. L'autre chose qu'il faut mettre, c'est mettre un spin positif sur ce qui s'est bien passé. Et maintenant, je pense que la deuxième dose va être beaucoup plus facile parce que l'anticipation de l'aiguille était plus grande que vraiment l'événement lui-même. Et puis, on a essayé de vraiment mettre l'emphase sur les éléments positifs, ce qui a bien été. Et je pense que ça va être plus facile pour la deuxième dose. Donc, il faut anticiper le fait qu'effectivement, il y a 2 doses dans cette série primaire. Donc, on prépare le terrain pour la deuxième dose aussi. Absolument, ça c'est excellent. Donc, en fait, je pense que là, on me dit que ça tire à sa fin. Alors, en fait, je voulais donner la parole un peu à nos 2 présentateurs, juste pour avoir les derniers comme mots de, derniers petits conseils ou dernières réflexions sur la vaccination de COVID contre la COVID chez les enfants. Là, je vais donner la parole à Jocelyne en premier lieu. Les réflexions. Je voudrais d'abord encore remercier les participants de s'être joints au webinaire. J'espère vraiment que les informations fournies dans cette présentation et la discussion qu'on a eue après vont les aider à mieux accompagner les parents dans cette démarche-là. Et moi, je dirais qu'on sait très bien que le fardeau de la maladie chez les enfants est différent du fardeau qui a été vécu chez les adultes et particulièrement les aînés, mais ça demeure un fardeau qui vraiment vaut la peine d'être prévenu, selon moi, pour l'enfant et pour les familles. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on donne les bons outils aux familles pour qu'ils puissent prendre une décision bien informée de sources valides et fiables pour qu'ils soient confiants et confortables avec la décision qu'ils vont prendre face à la vaccination de leur enfant. Super. Merci encore. Encore, j'aimerais remercier vraiment toute l'équipe il y avait beaucoup de gens à l'arrière-plan du CCNMI qui ont travaillé très fort pour réaliser ce webinaire. Merci énormément à Dr. Jocelyne Zaffak et Dr. Jessie Peppenberg pour votre expertise et vos conseils très pratiques et honnêtes. Et puis, j'aimerais aussi inviter nos auditeurs de aussi remplir les formulaires d'évaluation parce que ça nous aide énormément à améliorer, s'assurer qu'on répond aux besoins des professionnels de santé qui en fait le gros du travail aussi. Donc, merci à tout le monde. Comme je vous ai dit, ces diapos vont être disponibles sur le site et puis aussi tous les liens aux ressources. Vous allez pouvoir les accéder comme ça. Il y a une couple de sites où vous avez l'opportunité de vous inscrire à leur... dès qu'il y a un update sur un énoncé, quelque chose comme ça, moi, je vous encouragerais fortement de vous inscrire parce qu'il y a des fois des changements importants qui arrivent juste pour être bien à jour. Et puis, un gros merci d'être avec nous en ce mardi 14 décembre 2021. Et puis, prenez bien soin à vous tous. Merci.